En 2011, Electronic Arts sort le 5e épisode de sa série de simulation de boxe, Fight Night Champion. Au-delà d'un gameplay affiné et d'une évolution graphique assez sidérante, la grande nouveauté mise en avant c'est son mode Champion, une campagne scénarisée qui renferme pour moi le twist le plus marquant de toute l'histoire du jeu vidéo. Alors je comprends que ça puisse surprendre qu'un si grand twist se cache dans un jeu de boxe de 2011, mais on va le contextualiser et l'explorer un peu tout au long de cette vidéo, et j'ai beau retourner le problème dans tous les sens, mais pour moi la seule façon d'en parler c'est de raconter l'intégralité du scénario du jeu dans cette intro. Donc évidemment, gros spoiler, voici l'histoire complète de Fight Night Champion et de son twist final. On y incarne l'américain André Bishop, jeune boxeur prometteur, qui gravit les échelons à une vitesse impressionnante. Après quelques victoires en catégorie poids moyen, André attire l'attention d'un puissant promoteur, McQueen, qui veut l'intégrer à son écurie. André refuse et préfère continuer son ascension de son côté, mais refuser McQueen a des conséquences. Ce dernier manigance un coup monté pour ruiner la carrière d'André. Son plan fonctionne parfaitement et André prend 5 ans de prison. Les années à l'ombre changent profondément André. À sa sortie, il est plus fort, plus massif, plus lourd que jamais, et il décide de reprendre la compétition en catégorie poids lourd. Mais en son absence, le monde a continué de tourner sans lui. Isaac Frost, son rival, est désormais multiple champion du monde, et Raymond Bishop, le petit frère d'André, devient lui aussi l'un des meilleurs boxeurs au monde. Très vite, André atteint de nouveau le top 10 mondial, mais c'est alors que son frère Raymond lui fait une proposition. Il lui demande d'accepter un combat fraternel, notamment pour que Raymond ait l'opportunité de prouver sa valeur, ayant toujours évolué à l'ombre de son frère aîné. André accepte à contre-cœur. Alors le premier round est équilibré, mais très rapidement André perd pied, n'ose pas regarder son frère dans les yeux, et Raymond le met KO. Incroyable Jean-Claude, Bishop qui s'écroule sur ce coup dévastateur. Ce dernier gagne donc son ticket pour affronter le champion Isaac Frost. Et c'est ici que le fameux twist va se mettre en place. Mais pour en comprendre sa portée, il me faut vous parler brièvement de Isaac Frost. Isaac Frost est l'antagoniste ultime, une véritable machine de guerre invaincue et qui n'a jamais été mis KO, qui a remporté le championnat du monde 14 fois d'affilée et qui est tout simplement présenté comme le mal incarné. Il est sans pitié et presque monstrueux, et c'est contre lui que Raymond va devoir se battre. La salle est pleine, l'ambiance est électrique, les deux athlètes entrent en scène, la cinématique d'intro se termine, et c'est là que l'un des plus grands twists du jeu vidéo se dévoile. Pas un twist de scénario, pas un retournement de situation, mais un twist de gameplay. Car sur ce combat, on ne va pas incarner Raymond, mais on va incarner le diable en personne. On va incarner Isaac Frost. Allez, premier round entre Isaac Frost et Raymond Bishop pour le titre de champion du monde des poids lourds. Contrôler Frost donne l'impression d'avoir baissé le niveau de difficulté de 2 crans. Il est si rapide et ses coups sont si puissants que Raymond n'a absolument aucune chance. Quelques enchaînements suffisent à terrasser son adversaire. Raymond s'effondre, inconscient. Les médecins accourent et André rejoint son frère, qui est vivant mais lourdement blessé, alors que Frost, lui, n'exprime aucun regret. À la vue de Raymond gisant au sol, André exige un combat contre Isaac Frost pour venger son frère. Isaac Frost versus André Bishop for the heavyweight championship of the world. Mais cette fois, pas de surprise, pas de twist, on incarne bien André Bishop. Sauf que maintenant qu'on a goûté à la toute puissance de Frost, on sait que le battre sera une tâche quasiment surhumaine. Ce combat final constitue le boss de fin de Fight Night Champion, dans un affrontement épique et légendaire.
Fight Night Champion a créé en moi un déclic vis-à-vis de la place du sport dans l'art, le genre d'œuvre qui marque tellement que pendant plusieurs mois après sa sortie en 2011, j'ai fait que regarder des films de boxe, jouer à d'autres jeux de boxe et écouter la bande originale en boucle que vous avez un petit peu entendue là en début de vidéo. Une bande originale qui comporte 159 musiques et je plaisante pas. Mais évidemment ce déclic ne sortait pas de nulle part et il est forcément lié à ma relation au préalable avec le sport. Alors promis, on va parler de films et de jeux vidéo comme d'habitude, mais pour comprendre un peu le genre du film de sport et du jeu vidéo narratif de sport, il convient de prendre un peu de recul sur le sujet. Étant un homme cisgenre né dans les années 90 dans une famille d'immigrés portugais, une grande partie de mon enfance était forcément liée au sport. Jusqu'à aujourd'hui, si on me demande quelles ont été les plus grandes émotions que j'ai vécues devant du divertissement, il y a assez peu de chances que je cite un film, un jeu vidéo, une chanson ou un livre, alors que là comme ça, je peux facilement vous citer 4, 5, 6 événements footballistiques qui m'ont mis dans un état second, tout simplement parce que la tension, l'émotion, le déroulement de ces événements sont tellement imprévisibles que les œuvres de fiction n'avaient juste aucune chance de rivaliser avec le foot. Je pense que le moment de foot qui m'a le plus marqué de ma vie, c'était une finale de Coupe de l'UEFA 2005, donc la seconde Coupe d'Europe la plus importante, entre le Sporting Club du Portugal, mon club, et le CSKA Moscou. Le Sporting n'avait jamais gagné de Coupe d'Europe, et c'est toujours le cas d'ailleurs, et le hasard a fait que cette année-là, la finale se déroulait au Estadio José Alvalade, donc le stade du Sporting. Mon équipe allait pour la première fois disputer une finale de Coupe d'Europe et ça se passait à la maison avec un stade quasiment entier qui supporte mon équipe. Les étoiles semblaient s'aligner, le destin de mon club était tout tracé, ça y est, on était aux portes de la première grande victoire du Sporting en Coupe d'Europe. Alors la première mi-temps commence bien avec un but de Rogerio à la 29e minute qui permet au Sporting de mener tranquillement 1-0 à la mi-temps. Mais la seconde moitié du match sera une véritable descente aux enfers. Après 2 buts successifs du CSKA Moscou, grâce à Berezutski et Zirkov, l'équipe russe mène 2-1 dès la 65e minute. Les Lisboètes poussent pour égaliser, mais avant de vous raconter la fin du match, il est important de parler de ce type-là. Wagner Love. Wagner Love était un attaquant brésilien, un excellent joueur, passé par pas mal de clubs européens, mais qui restera comme une légende du CSKA Moscou puisqu'il est aujourd'hui encore le 2e meilleur buteur de l'histoire du club. Mais à mes yeux, comment le voir autrement qu'un antagoniste, que le méchant d'une histoire qui était pourtant toute tracée pour le club de mon cœur. Alors je vais vous dire la vérité, ce mec-là, c'est mon Sephiroth à moi, c'est mon Dark Vador, c'est mon Thanos, c'est mon Prince des Ténèbres personnel. Je sais pas si je suis biaisé par son rôle dans cette finale, mais en revoyant les images de lui plus de 20 ans plus tard, je trouve qu'il a vraiment une incroyable aura de méchant. Et je dis ça de la façon la plus bienveillante possible, parce qu'un méchant culte, c'est aussi un méchant stylé. Même rien que son nom, Wagner Love, ça a totalement un côté antagoniste dans Olive et Tom ou Inazuma Eleven. Et le 18 mai 2005, c'était son visage à lui que je voyais dans mes cauchemars quand je fermais les yeux la nuit. 74e minute, énorme occasion pour le Sporting. Rodrigo Tello centre fort devant le but, 2 joueurs du Sporting sont à la réception, aucun défenseur du CSKA n'est présent, le but est grand ouvert et pourtant... Face à un but vide, Rogerio absolument tout seul met le ballon sur le poteau qui roule ensuite sur la ligne de but et est récupéré miraculeusement par Akinfeev, mythique gardien du club russe. Toute l'équipe du Sporting est absolument sonnée, incrédule face à ce ratage insensé, tellement insensé que l'autre attaquant, Lisboète, là que j'arrive pas trop à identifier, lève les bras persuadé que le ballon va rentrer dans le but. Ses coéquipiers en oublient de se replacer en défense, Akinfeev dégage loin devant, il n'y a plus qu'un seul défenseur. Le ballon atterrit dans les pieds d'un attaquant du CSKA Moscou qui va absolument détruire tous les rêves d'un jeune garçon de 14 ans et le traumatiser à jamais. Et évidemment, vous connaissez le nom de cet attaquant. Alors désolé pour les non-footeux qui regardent cette vidéo et qui ont dû supporter le résumé d'un match des années 2000 avec 2 équipes qu'ils connaissent même pas, mais j'ai volontairement tenté de raconter cette histoire avec la même émotion que celle de Fight Night Champion, pour mettre en parallèle leur côté insensé, leur côté grandiloquent. Et dans ce sens-là, je pense que l'une des phrases que j'entends le plus dans le monde du foot, c'est « personne n'aurait pu écrire un scénario pareil, il y a vraiment que dans le foot que ça arrive, etc. » qui a d'ailleurs pas mal été répété récemment, pour parler de la dernière finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais comment est-ce que ce sport peut continuer d'écrire des histoires aussi dingues ? Qui aurait à Hollywood l'idée
de ce scénario. Et effectivement, cette logique-là, je l'ai entendue à peu près toute ma vie, c'est quelque chose d'assez commun dans le monde des amateurs de sport. Les twists, les histoires, les légendes de sport sont souvent considérées comme tellement improbables qu'on pourrait pas les inventer. D'ailleurs, le film de sport en particulier fait souvent face à ce souci. Comment raconter une histoire fictive qui est en concurrence directe avec la réalité, qui elle-même arrive à écrire des histoires déjà incroyables et même improbables. Si on regarde un peu la liste des films de sport sortis en 2025, je prends arbitrairement celle-ci sur IMDb, même si en fait il y en a beaucoup plus. On peut voir que sur ces 12 films présents, il y en a 8 qui sont des biopics, donc des versions romancées de vraies histoires sur de vrais athlètes, et donc seulement 4 qui sont des histoires originales. Et encore, parmi ces 4, on a le 6e épisode de la série Karate Kid, donc pas vraiment une nouveauté, et un film sponsorisé Formule 1, donc ça nous laisse avec seulement 2 films de cette liste qui sont de vraies histoires originales écrites pour l'écran. Tout ça pour dire que c'est vraiment pas facile de créer des histoires de sport qui ont un intérêt autre que le vrai sport, autre que regarder un combat de boxe ou un match de foot de dingue. Alors évidemment, je dis pas du tout que c'est impossible, d'ailleurs il y a une quantité énorme de films qui y arrivent très bien. On pense bien sûr à la série des Rocky, à l'extraordinaire Speed Racer d'Esther Wachowski, à Nous avons gagné ce soir de Robert Wise ou encore à $1 Million Baby de Clint Eastwood. Alors j'ai pas fait exprès de citer 3 films de boxe sur 4, mais il s'avère que parmi le film de sport, le film de boxe est incroyablement représenté. Personnellement, ce que j'aime beaucoup avec les films de sport, c'est que quand on commence à en regarder beaucoup, c'est très facile de reconnaître les différents archétypes narratifs qui constituent le genre. Les biopics de sport, par exemple, aiment beaucoup le schéma de la chute et rédemption, avec des personnages talentueux mais dont les défauts les mettent en péril, jusqu'à ce qu'ils finissent par les outrepasser dans un dernier acte épique. On a beaucoup d'exemples de ça, l'extraordinaire Rush de Ron Howard, The Fighter de David O. Russell ou même Jerry Maguire. Dans les autres genres, on a ce qui est probablement le plus représentatif, qui est l'Underdog Story ou l'Outsider Story si vous préférez, qui montre souvent un personnage sous-estimé qui lutte contre des obstacles et qui finit par atteindre et parfois surpasser les attentes contre vents et marées. Un genre évidemment représenté par Rocky, le premier surtout, mais je me permets aussi de mentionner Eddie the Eagle que je trouve très sous-estimé. Toi et moi, on est comme sur une horloge. À 1h et 11h, tu vois, on est plus proches l'un de l'autre que tous les autres. On est les deux seuls à pouvoir entrer dans l'histoire aujourd'hui. Si on ne fait pas de notre mieux alors que le monde entier regarde, au fond de nous, on sera mort. Alors évidemment, ces deux constructions narratives sont pas gravées dans le marbre, il existe des exceptions de partout, notamment les biopics qui racontent des histoires qui se finissent pas très bien parfois. On pense au superbe Moi, Tonya de Craig Gillespie. J'ai été aimée, puis j'ai été détestée, puis j'ai été rien de plus qu'un gag. Et il y a aussi ces films qui, tout en étant parfaitement conscients de ces archétypes narratifs, les utilisent pour mieux les détourner. Je pense principalement à nouveau à $1 Million Baby de Clint Eastwood, qui est certainement pour moi l'un des films de sport les plus intelligents de tout Hollywood. On y voit l'histoire de Maggie, une femme déterminée à devenir championne de boxe, et qui pour ça réussit à convaincre un vieil entraîneur en fin de carrière, Frankie, de l'entraîner. Ce dernier est rongé par les remords, puisque 40 ans plus tôt, il avait emmené un autre de ses protégés aux portes d'un titre de champion du monde, mais en le poussant un peu trop, ce dernier finit par se blesser, perdre un œil et mettre fin à sa carrière. Ce que je trouve fascinant, moi, c'est que avec ces deux personnages principaux, le film mélange l'archétype de l'Underdog Story, avec cette boxeuse qui sort un peu de nulle part, et celui de la chute et rédemption, avec ce vieil entraîneur en quête de pardon. Donc autour de la moitié du film, absolument tout est en place pour un arc de rédemption et un arc d'Underdog classique. Un entraîneur rongé par la culpabilité, un vieux démon à effacer, une jeune athlète pleine d'énergie aux portes de la victoire, qui permettrait à l'entraîneur de réussir avec elle ce qu'il avait échoué avec son protégé 40 ans plus tôt. Sauf que non, l'arc narratif ne retombe jamais sur ses pattes, et lors d'un combat pour le titre de championne du monde, Maggie se prend un mauvais coup et se casse la nuque sur une chaise, entraînant une descente aux enfers absolument terrible. Alors j'ai vu $1 Million Baby pour la première fois en préparation de cette vidéo, et je dois avouer qu'après 20 minutes de film, j'étais persuadé de savoir à l'avance la direction qu'il allait prendre. Et ça me dérangeait pas du tout parce que moi, les archétypes au cinéma, j'aime énormément. J'adore les arcs de rédemption de Eddie the Eagle ou Speed Racer et ça me dérange pas une seule seconde que leur fin soit prévisible. Mais là, le film de Clint Eastwood m'a accueilli à froid et a parfaitement joué avec mes attentes, non seulement du film de sport, comme on l'a dit, mais aussi et surtout du sport tout court, parce que même s'il existe énormément de choses tragiques dans l'histoire du sport, c'est surtout des grandes victoires dont on se rappelle. C'est donc dans cette subversion, dans cette surprise
surprise que pour moi les œuvres de sport peuvent se démarquer des vraies histoires de sport, en prenant à contre-pied les attentes bien sûr, et surtout en utilisant les armes de son art pour créer des choses impossibles dans le vrai sport. Alors la transition était parfaite pour qu'on commence enfin à parler de Fight Night Champion et des jeux de sport narratifs en général, mais avant de plonger dans ce formidable jeu, j'aimerais quand même préciser quelque chose d'important. Les jeux vidéo de sport n'ont pas attendu d'avoir des modes scénario pour simuler ces fameuses grandes histoires de sport. C'est le concept même des jeux de sport, depuis les tout premiers jusqu'aux plus récents, d'émuler toute l'excitation du sport avec ses retournements de situation, ses underdog stories, etc. Et quand les systèmes de sauvegarde ont commencé à apparaître au début des années 90, il était même possible de créer de façon assez aléatoire et procédurale des rivalités entre l'équipe ou l'athlète incarné par le joueur et une autre équipe dirigée par une intelligence artificielle. C'est simple, à partir du moment où différentes compétitions ont été implémentées sur les jeux de sport, ça veut dire que le jeu doit simuler d'autres matchs que ceux du joueur et ce simple fait crée des rivalités, des twists, des victoires et des échecs. D'ailleurs, personnellement, j'ai toujours trouvé que les modes carrière des jeux de sport plus récents s'embarrassent souvent de plein de cutscenes et autres systèmes de management très complexes, alors que les jeux de sport autour des années 90 avaient suffisamment de simulation pour être crédibles, mais pas de façon démesurée, ce qui permettait d'utiliser son imagination pour combler les trous. Et j'ai étonnamment une anecdote très spécifique à ce sujet. Étant petit, j'étais tellement immergé dans le sport via ma famille que quasiment l'intégralité des jeux qui m'obsédaient étaient des jeux de sport, et pas forcément les meilleurs d'ailleurs. J'ai passé des heures sur World Cup 90, sur Pete Sampras Tennis, sur Bulls vs Blazers and the NBA Playoffs, qui est peut-être le pire titre de jeu vidéo de tous les temps, mais le jeu Mega Drive sur lequel j'ai passé le plus de temps, qui est pour le coup un jeu bien connu, c'est FIFA International Soccer 95, donc évidemment un jeu de foot d'Electronic Arts. FIFA 95 est un jeu qui n'a aucune licence, ni de joueurs ni d'équipe, et qui a donc des noms fictifs très rigolos. Et moi bien sûr, j'étais déjà supporter de Lyon, donc l'autre équipe que je supporte en plus du Sporting, et je passais des heures et des heures sur le mode Ligue, dans lequel on peut faire un championnat entier, à m'imaginer gagner la Ligue 1 avec l'Olympique Lyonnais, ou juste Lyonnais dans le jeu, et ses joueurs iconiques comme Arnaud et Patrice. Alors évidemment, je devais avoir quelque chose comme 8 ans quand j'y ai joué, et j'aimais bien m'inventer des fausses histoires, des fausses rivalités, basées sur pas grand chose, parce que je regardais pas les vrais matchs, donc je savais même pas qui étaient les rivaux de Lyon en 95, alors je me basais sur des choses un peu arbitraires dans le jeu, et notamment ce joueur-là, J. Lyon, qui est un joueur de Lille, que j'aimais bien m'imaginer comme un ancien joueur de l'Olympique lyonnais qui aurait trahi les siens et serait allé dans l'équipe rivale. Alors ça n'a aucun sens, c'est pas parce que le gars a le nom de famille d'une ville qui vient de là-bas, c'est complètement débile, mais ça prouve quand même qu'il y a toujours une sorte de narration émergente dans les jeux de sport, et ce depuis à peu près toujours. Et le fait que je me rappelle de ce détail quasiment 30 ans plus tard, ça prouve que c'est pas anodin, que ces jeux de sport ont toujours réussi à retranscrire le drame, les tensions, l'excitation du sport, et ce probablement mieux que n'importe quel film, série ou jeu vidéo qui retracerait une épopée sportive spécifique scénarisée, quand bien même elle serait réelle. This is it. Championship will be determined tonight. Avant de parler du développement de Fight Night Champion, j'aimerais parler un peu de la communication autour du jeu. Alors moi je connaissais pas les Fight Night précédents, même si je savais qu'ils avaient plutôt bonne réputation en tant que jeu de simulation de boxe. Alors des jeux de boxe super cool, il y en a beaucoup, mais c'est vrai qu'il y en avait assez peu qui avaient une approche purement simulation de la boxe, avec de vrais athlètes contemporains, de vraies arènes, etc. Moi n'y connaissant rien à ce sport, avant ça mon jeu de boxe préféré c'était Ready to Rumble, donc clairement pas un jeu réaliste, et en plus je l'aimais juste parce qu'on peut débloquer Michael Jackson qui fait du moonwalk quand il gagne un combat, c'est vraiment génial. Donc n'étant pas un connaisseur de Fight Night, c'est vraiment la bande-annonce de lancement montée comme un blockbuster hollywoodien qui m'avait attiré à l'époque. Stay away from my brother. You don't know who you're fucking with! I know what kind of man you are. Doesn't even matter anymore. Comme on en avait parlé, j'avais toujours aimé les jeux de sport, mais en 2011 j'étais en pleine découverte du cinéma. Et en quelque sorte, l'industrie du jeu vidéo aussi, elle était en pleine découverte du cinéma. La génération 360 et PS3, c'était le moment où les jeux vidéo voulaient absolument être des films. L'obsession des jeux cinématographiques était partout, entre Metal Gear Solid 4 et sa cinématique de fin de 2 heures, Asura's Wrath, qui est un épisode d'animé avec des QTE, et Heavy Rain aussi, qui a été le catalyseur de toute la mode des films interactifs qu'on voit encore
encore aujourd'hui, et peu importe qu'on l'aime ou pas, c'est l'un des jeux les plus importants de cette génération de consoles. Bref, en 2011, tous les gros jeux veulent être des films, donc ce mode scénario de Fight Night Champion est la pierre angulaire de tout le marketing autour du jeu. D'ailleurs, les premières vidéos de communication mettaient en avant LaMonica Garrett, l'acteur qui incarne le personnage principal du mode scénario, dans une série de trailers très étrange qui s'appelle André Bishop vous parle, dans lesquels on le retrouve face caméra en train de réciter des espèces de poèmes de boxeur écrits par un enfant de 8 ans. Désolé, je sais pas comment les décrire autrement. There are a lot of belts out there. Plenty of fighters have belts. Being a champion, it's about having heart. Et on sent que les rédacteurs de jeuxvideo.com en ont eu petit à petit marre de ces vidéos là. Le premier article qui partage la vidéo s'appelle André Bishop vous parle, puis Bishop vous parle, puis André Bishop a encore un truc à nous dire, et le dernier c'est juste André Bishop bis, ils ont totalement lâché l'affaire. Alors ces trailers sont un peu bizarres et même honnêtement un peu nuls, mais ils montrent une volonté de mettre en avant le côté un peu spirituel du sport, des valeurs assez classiques comme le dépassement de soi et l'abnégation, mais il est très différent de la plupart des autres trailers de jeux de sport de l'époque qui vont plutôt mettre en avant le nombre d'équipes, la profondeur du gameplay, la fidélité graphique ou autre, au profit de quelque chose de plus scénarisé, mettre la lumière sur ce qu'il se passe dans la tête d'un athlète et moins tout ce qu'il se déroule autour de lui. I grew up in the gym. My pops was a fighter, top-ranked middleweight contender. I learned it from him. Et honnêtement, malgré le côté un peu bof-bof de ces trailers, j'ai un peu du mal à leur en vouloir parce qu'en fait c'est assez difficile de trouver d'autres jeux de sport qui s'attaquent à un tel mode scénario antérieur à Fight Night Champion. Alors on a quelques jeux au mode carrière vaguement scénarisés, comme Blitz The League, un jeu de foot américain narratif ultra violent qui a été interdit en Australie, notamment parce que quand on gagne un match on est récompensé par de la drogue. Rumor has it he's been using the team's plane to transport steroids across the border. Ou encore les Tony Hawk Underground aussi, qui ont intégré un mode scénario dès 2003, avec cette incroyable scène dans laquelle notre personnage fait du skate avec un tank. Si on remonte beaucoup plus loin, on a pas mal de jeux de sport japonais avec un scénario sur Super Nintendo. On a Taekwondo de Human Entertainment, la série des Zero for Champ qui a duré du PC Engine en 91 jusqu'à la PS2 en 2002. Et on n'oublie pas évidemment les Fire Pro Wrestling au début des années 90, dont certains ont été écrits par Goichi Suda, alias Suda51. Si l'idée d'un jeu de catch narratif par le créateur de No More Heroes vous donne pas envie, je sais pas trop quoi vous dire. Et pour finir le tour d'horizon des autres jeux de sport narratifs, je pense que les jeux qui se rapprochent le plus de Fight Night Champion sont certainement les deux premiers Def Jam sur PlayStation 2, qui pour le coup ont exactement la même idée, le même rythme et aspirent à la même intensité, sauf qu'au lieu de la boxe, c'est du catch, et au lieu des athlètes, on a des rappeurs. Bon, du coup, le concept de jeu de sport est tout relatif, mais je dirais que la plupart des idées du mode scénario de Fight Night Champion sont présentes. D'ailleurs, ces deux jeux ont été co-développés par EA Canada, également développeurs de Fight Night Champion, donc la comparaison est particulièrement pertinente, même s'ils étaient surtout là en support technique, mais au moins ça me donne une bonne transition pour parler du développement de notre jeu du jour. Fight Night Champion est donc développé par EA Canada, qui s'était déjà occupé des précédents Fight Night, donc on est en terre inconnue, mais au vu des interviews des développeurs, c'est le mode histoire, appelé le mode Champion, qui a été le plus grand défi d'un studio peu habitué aux cinématiques et autres narrations vidéoludiques. How do we build and broaden the appeal of a boxing game moving forward? And if you actually look at, Hollywood, you look at box office numbers, boxing it has mass market appeal in Hollywood. And so we kind of said, how do we mix kind of the Hollywood appeal of boxing with the kind of core following of what we've done, and it led us to say, let's build a full story mode. Pour pallier ça, le studio fait appel à deux renforts de taille. D'un côté, le cinematic director David Footman, un réalisateur spécialisé dans les cinématiques de jeux vidéo, qui avait précédemment travaillé sur les fabuleuses cutscenes filmées de Need for Speed Most Wanted. Je veux toutes les unités aux trousses de ce type. Tout le monde. Mais aussi sur celle de Need for Speed Carbon et notamment les présentations de personnages qui sont bel et bien des cutscenes de jeux de voiture des années 2000, ça y a pas de doute.
C'est donc lui qui va s'occuper de toute la partie mise en scène de ce mode champion et de ses cinématiques. Le second renfort à l'équipe, c'est Will Rokos, un scénariste américain de cinéma, mais qui avait déjà bossé sur Dante's Inferno un an avant, donc il avait déjà eu une expérience dans le jeu vidéo. Au cinéma, il est surtout connu pour le film À l'ombre de la haine, un drame honnêtement pas terrible, qui estaye d'être un film antiraciste à la Grande Torino, mais qui se casse totalement les dents sur son sujet. Ça reste quand même un gros film avec un sacré casting, avec Billy Bob Thornton, Heath Ledger et surtout Halle Berry, qui aura droit à son Oscar de meilleure actrice. Par contre, j'ai lancé le film totalement à l'aveugle, sans rien lire en avance, donc je me suis pris un très gros jumpscare quand j'ai découvert que le mari de Halle Berry est incarné par P. Diddy. Ouais, d'un coup, ça m'a mis dans une ambiance un peu bizarre. Bref, après avoir scénarisé un film dans lequel joue l'une des pires personnes sur Terre, Will Rokos s'enchaîne avec un film beaucoup plus mineur, Shadowboxer, qui utilise également l'univers de la boxe pour créer de la dramaturgie, donc lui aussi, il était en terrain connu. C'est donc avec ces deux nouvelles armes que EA Canada lance son Fight Night Champion avec des ambitions résolument cinématographiques, et ça se sent dès les premières secondes, puisque à l'instant même où on lance le jeu, on est directement propulsé dans le mode Champion avec une cinématique d'intro, une formule qui sera récupérée pour FIFA 17, 18 et 19 dans la fameuse trilogie Alex Hunter. En plus du fait que ce jeu de sport commence directement avec une introduction de film, le premier combat se déroule en prison, sans gants de boxe, sans règles, sans tutoriel non plus. Donc évidemment, des conditions totalement différentes de 99% du reste du jeu, il n'y a pas de combat en prison dans le mode carrière ou dans le mode multijoueur, donc le jeu décide dès les premières secondes d'être assez déroutant en commençant l'histoire en plein milieu, ce qui n'est pas particulièrement original, mais ça a le mérite d'être efficace. Mais je pense que ce combat d'une violence assez étonnante pour un jeu de sport est aussi là pour mettre en avant l'une des grosses features de ce Fight Night Champion, qui est la modélisation des dégâts physiques des athlètes ainsi que leurs différentes blessures. Et évidemment, sans gants de boxe pour amortir les coups, ce premier combat peut exhiber cette avancée technologique en grande pompe. Arcade ouverte, traces de sang sur les visages, les corps et même le sol, hématomes et hémorragies en tout genre, ce premier combat à main nue donne une première impression d'une violence rare pour un jeu de sport. Et je sais pas si c'est les lunettes de la nostalgie qui parlent, mais je trouve que visuellement, Fight Night Champion a de bons arguments pour être le plus beau jeu de la génération PS3 à 360. Regardez-moi ces corps, ces animations, ces déformations quand un coup est porté, on voit l'onde de choc sur la peau des athlètes, c'est juste incroyable. Et autour du ring, évidemment, tout est un peu plus cubique, mais en même temps, c'est aussi bourré de sens du détail que j'adore vraiment de tout mon cœur. Par exemple, ici, là, au State Palace Theater de la Nouvelle-Orléans, on a un bon panel de toutes ces animations autour du ring. Entre celles du public qui réagit en temps réel et qui rappelle un peu ce figurant-là dans $1 Million Baby qui a vraiment un enthousiasme communicatif. Les juges qui discutent entre eux, ces deux vieux potes là qui ont clairement l'air de comploter quelque chose, notre entraîneur Gus dans une version avec 2 fois moins de polygones qu'en cinématique, ou même ces deux photographes trop mignons là qui suivent scrupuleusement les mouvements des boxeurs sur le ring, c'est vraiment trop chou. Bref, une attention aux détails qui fait vraiment mouche et qui vient en support d'une mise en scène des combats d'une intensité vraiment remarquable. Alors à sa sortie, il y avait quelques personnes qui trouvaient la réalisation des combats un peu exubérante et tape à l'œil, et il faut avouer que les mouvements de caméra, les effets de lumière, le flou de mouvement aussi, peuvent effectivement déplaire à des gens qui s'attendaient à une vraie simulation de boxe, mais personnellement moi j'étais là pour ça, donc non seulement ça m'a pas gêné, mais en plus c'est clairement ce qui a rendu mémorable mes premières minutes avec le jeu. Parce que bon, on a parlé un peu du scénario en début de vidéo, on a également parlé des cinématiques, etc. Mais même en dehors de l'aspect cinématographique de ce mode Champion, je suis persuadé qu'il y a de gros fans de cinéma parmi l'équipe de EA Canada. Alors ce serait pas si étonnant, vu que l'exécutif producteur de l'époque, Cam Weber, qui est aujourd'hui président de EA Sports, avait précédemment bossé sur Scarface The World Is Yours et sur l'incroyable Hulk sur PS2, donc il avait de l'expérience sur des projets un peu plus cinématographiques on va dire, et j'ai pas vraiment de preuves de ça, mais ça a pu influencer un peu la direction artistique de ce Fight Night Champion, qui est bourré d'effets de montage en tout genre, qui peuvent d'ailleurs parfois aider au feedback de la puissance des coups portés. Les contres, en particulier, ont un rendu que je trouve assez phénoménal, avec ce petit mouvement de caméra lors de l'esquive pour simuler un point qui passerait à côté de notre tête, puis ce tremblement de caméra accompagné d'un flash blanc hyper intense pour signifier la violence du coup porté et qui n'est pas sans rappeler le fameux coup de boule avec un flash blanc du tout premier Mad Max.
Alors les combats sont bourrés de détails de ce genre et c'est assez impressionnant, mais il y a un autre élément que je trouve assez fabuleux, ce sont les ralentis. Alors après chaque KO, on a droit à un ralenti assez sympa sur le coup porté, et en plus on peut le rembobiner autant de fois qu'on veut, avec des angles de caméra différents à chaque fois, c'est assez sympa, mais en plus de ça, il y a une option ralenti dans le mode pause qui nous donne accès à l'intégralité du round qui vient de se dérouler, avec une quantité d'options de vitesse de lecture, d'angle et des mouvements de caméra absolument impressionnants. D'ailleurs, la plupart des clips que j'ai montrés en début de vidéo pour raconter l'histoire du jeu ont été faits grâce à la caméra libre de ce mode ralenti. On a même la possibilité d'activer une caméra accrochée au point droit d'un des deux boxeurs, ce qui m'a permis de réaliser mon rêve depuis que j'ai 12 ans, recréer ce plan complètement débile et tout en 3D de Matrix Révolution dans lequel Neo met un coup de poing à l'agent Smith au ralenti là. Donc merci Fight Night Champion. Le scénario de Fight Night Champion n'est clairement pas là pour prendre des risques. Et personnellement, je trouve que c'est la meilleure décision qu'il pouvait prendre. Parce que depuis le début, la promesse, c'est pas de vivre une histoire qu'on n'a jamais vécue, de découvrir des personnages profonds et originaux, mais de nous mettre dans des situations qu'on connaît déjà et de nous mettre dans la peau du personnage classique de film de sport qui doit faire face à toutes les adversités possibles et imaginables. À son cœur, Fight Night Champion est évidemment une underdog story pure et dure, et à vrai dire on peut même ressortir le film Speed Racer de notre chapeau et faire un parallèle quasi intégral des deux scénarios. Le personnage principal est un jeune prodige de son sport, né dans une famille faite pour la compétition, puisqu'il a également un frère athlète. Il est coaché par une figure paternelle qui fait aussi un peu office de comic relief. Un jour, un riche investisseur sportif au look totalement diabolique lui propose de rejoindre son écurie pour devenir le plus grand athlète de tous les temps. Le personnage principal refuse et s'attire les foudres de l'investisseur. Ce dernier fait appel à ses très nombreuses connexions pour piéger notre personnage dans des courses et combats corrompus et remplis de triches, et le protagoniste n'a d'autre choix que de gagner contre vents et marées pour prouver à l'antagoniste qu'il est plus fort que lui. Le protagoniste réussit à accéder à une épreuve finale d'anthologie qui, comme le dit le commentateur de Speed Racer, c'est pas une course, c'est un règlement de compte. Le début de l'épreuve se déroule assez mal, mais grâce au pouvoir de la justice et au dépassement de soi, notre héros explose toutes les attentes dans un dernier acte épique et pas loin d'être biblique, et remporte la victoire dans une scène absolument triomphale. Je pense personnellement que comme le film d'horreur ou le film de gangster, les codes des histoires de sport jouent tout le temps en faveur des œuvres en question. Soit elle suit scrupuleusement une formule, comme on vient de voir, et dans ce cas elle peut absolument tout mettre dans sa mise en scène, dans la grandiloquence des situations et dans l'émotion du combat, soit elle va à l'encontre des codes en question, misant tout sur la surprise et le contre-pied comme on l'a vu précédemment avec $1 Million Baby. Et pour moi, dans tous les cas, en tant que fan de ce genre d'histoire, c'est toujours win-win. Dans un cas, je vois le truc venir et il y a une forme de satisfaction étrange à avoir raison, et dans un autre, je me fais surprendre et c'est tout aussi satisfaisant en fait. Donc pour moi, le classicisme extrême de l'histoire de Fight Night Champion lui permet déjà d'avoir une base narrative solide, compréhensible et pourtant engageante pour pouvoir mieux s'illustrer au sein des combats en eux-mêmes. On pourrait lui reprocher de la jouer safe et par exemple de ne pas inclure de vrais athlètes dans son mode histoire, mais déjà je pense que c'est toujours un peu compliqué au niveau du droit, au niveau de l'image des athlètes, etc. Et en plus, après avoir joué au mode scénario de NBA 2K15, je me dis que compter sur les talents d'acteurs de vrais sportifs, c'est pas toujours une bonne idée. What's going on tonight? I'm running free all over the court and you didn't give me the ball. Oh my, someone called the National Weather Service. We had an unanticipated storm in the building tonight. On a donc des combats souvent contextualisés, donc avec des adversaires qu'on nous présente comme plus forts que nous ou qui ont des qualités spécifiques, comme une droite très puissante ou une endurance hors norme, mais aussi plein de petites conditions de combat vraiment engageantes, surtout dans la seconde partie du jeu, qui est narrativement une simple montée en puissance de notre personnage qui doit enchaîner les victoires afin d'être un candidat au championnat du monde. On a par exemple un combat truqué dans lequel le méchant McQueen a payé des juges et donc on ne peut pas gagner au point mais seulement par KO, ce qui oblige à être plus agressif. Un autre exemple, c'est après que notre personnage soit sorti de prison, il accepte des petits boulots de sparring partner dans lesquels on ne doit pas mettre notre adversaire KO avec un coup à la tête pour ne pas lui risquer une commotion avant son prochain match. D'ailleurs si on fait ça, on a un écran de game over ultra dramatique, c'est très rigolo.
Mais moi mes préférés ce sont 2 combats d'affilée proches de la fin du jeu, quasiment sans aucun contexte narratif, on est vraiment juste au cœur du quotidien d'un athlète, mais avec des conditions très simples qui vont parfaitement ensemble. Dans un premier combat, le jeu ne nous donne le contrôle de Bishop que dans un second round, et une cinématique nous montre qu'il s'est cassé la main droite lors du premier round. D'ailleurs il se l'est cassé en mettant un coup de poing monstrueux à son adversaire en pleine poire, il est vraiment trop fort Bishop, même pour lui-même. Look at this replay. I believe this is where he hurts that right hand. Right hands, bro. Are you sure? Oh yeah. C'est un combat vraiment difficile, mais pour l'expliquer plus en détail, il faut que je vous parle un peu du système de coups de Fight Night Champion. Le jeu utilise un système qu'il appelle le Full Spectrum Punch Control, autrement dit c'est le stick droit qui permet de lancer un coup avec l'aide d'une des gâchettes pour plus d'options. Le système est simple, il faut s'imaginer du point de vue d'un boxeur et séparer les directions du stick en 2. Tout ce qui est à gauche c'est le point gauche et tout ce qui est à droite c'est le point droit. Ensuite c'est la hauteur de la pression qui va préciser quel type de coup on va lancer. Si on pousse vers le haut, on va faire un jab, donc une sorte de coup tout droit qui sert principalement à fatiguer l'adversaire ou à le repousser. Sur le côté, on fera un crochet classique avec le bras plus ou moins en angle droit. Et si on pousse vers le bas, notre boxeur assène un uppercut pour que notre coup soit porté au bas du visage. Donc pour quelqu'un comme moi qui n'est pas habitué à la boxe, c'est une façon très intelligente de s'approprier le corps de cet athlète qu'on incarne, de le manipuler avec des mouvements de manette logiques et qui correspondent parfaitement à ses mouvements à l'écran. Et du coup, au moment où on arrive au combat avec la blessure à la main droite, ça fait déjà quelques heures qu'on s'est habitué à ça, qu'on a fait une bonne dizaine de combats, d'entraînement pour ne faire qu'un avec l'athlète. Alors quand Bishop ne peut plus utiliser sa main droite, c'est tout un côté entier du stick droit qu'il nous est quasiment interdit d'utiliser, sous peine de perdre de la vie, en plus du fait que ça ne fasse aucun dégât à l'adversaire. En plus, l'intitulé de la mission n'a aucune mesure, puisqu'il nous dit de ne pas trop utiliser notre droite, ou on pourrait ruiner notre carrière. Ok, c'est bon, je suis convaincu, je vais pas utiliser ma main droite. On compare souvent la boxe avec les échecs, et d'ailleurs il existe littéralement un sport appelé le chessboxing, dans lequel on alterne entre un round de boxe et quelques secondes de partie d'échecs. Je vous conseille de regarder des vidéos, c'est absolument formidable. 10 seconds remaining. Oh! Right hand lands for toast. Maiden one on the board. There it is! Et bien ce combat avec la main cassée, c'est vraiment comme faire une partie d'échecs avec une tour en moins par exemple. C'est non seulement un arsenal entier qu'on nous retire, mais en plus c'est des années de stratégie formées autour de la présence de cet arsenal qu'on doit oublier. Et c'est là tout le génie de l'enchaînement de ce combat avec le suivant, puisqu'après avoir vaillamment gagné sans notre main droite cassée, une ellipse nous met directement face au combat suivant et donc après guérison. Juste avant le combat, dans les vestiaires, une petite scène nous met face à notre coach Gus, qui nous dit qu'il faut remporter le match par KO et spécifiquement avec un coup de la main droite. How's it feel? Feels good. Feels real good. Good. Because you gotta knock this guy out with him. It's time to show the world that Andre Bishop is as good as new. Et même si le jeu en lui-même ne rentre pas trop en profondeur dans ce que représente une blessure pour un sportif, je trouve que cet objectif-là, de devoir gagner le combat avec une main précédemment blessée, touche quand même sincèrement au quotidien d'un athlète. On compte plus les très très grands sportifs qui ont eu un coup d'arrêt après une grosse blessure, et ce, peu importe si elle était entièrement guérie ou non, le simple fait d'avoir un membre endolori pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, c'est souvent un frein à la performance. D'une part, on a l'anxiété de se blesser à nouveau au même endroit et de se traîner la même blessure pendant des années, et d'autre part, le temps de la convalescence nous a obligés à repenser notre façon de bouger, de se déplacer, et donc tout ce qu'on a appris avant cette blessure, on l'a en quelque sorte désappris le temps de la guérison. Et je trouve que Fight Night Champion arrive parfaitement à nous faire vivre ça. Le combat précédent m'a personnellement pris 20 minutes pendant lesquelles j'ai pas utilisé une fois la partie droite de mon stick, pendant lesquelles j'ai trouvé de nouvelles stratégies, de nouveaux enchaînements et de nouveaux réflexes pour compenser. Donc quand on nous met dans le bain en nous demandant principalement d'utiliser notre droite, ça m'a fait un effet impressionnant. André Bishop a mis KO Stewart sur une droite magistrale pour bien montrer qu'il est complètement remis de sa blessure. Une dernière condition que j'aime beaucoup, c'est évidemment les combats en prison. Alors il y en a pas énormément, il y a juste 4 combats. Ça fait peu, mais en même temps je comprends qu'il se soit pas trop étalé là-dessus. Le but du jeu à la base c'est quand même de faire de la vraie boxe. Ces combats sont particulièrement intéressants puisque comme on l'a déjà dit, ils ont pas vraiment de règles, pas de round, pas de points, rien de tout ça. Alors ça pourrait ressembler à une succession de handicaps pour nous, et scénaristiquement ça l'est, mais ça veut aussi dire qu'une autre mécanique très intéressante
entre en jeu. En effet, sur les touches directionnelles, la touche haut permet de mettre un coup de tête, ce qui est interdit en boxe, et la touche bas permet de mettre un coup sous la ceinture, ce qui est évidemment aussi interdit. Alors ces touches sont actives également dans les combats classiques, donc si vous voulez, vous pouvez mettre un coup de boule à Mike Tyson en match officiel, hein, c'est possible, mais vous allez perdre des points, vous prendre un avertissement, etc. En plus, moi de mon côté, j'ai toujours été un peu réticent à la possibilité de tricher dans les jeux de sport. Par exemple, PES 2008 a introduit la possibilité de simuler une faute en tombant au sol. Alors c'est très rigolo à voir, hein, et ça nous vaut quasiment toujours un carton jaune, mais je sais pas, c'est toujours un peu agaçant à voir dans un vrai match, donc je trouve ça dommage de l'avoir aussi dans un jeu, comme si c'était une mécanique classique du sport. Et mon avis est le même hein, sur ces coups interdits dans Fight Night Champion. Je les ai jamais utilisés parce que je vois pas trop l'intérêt de tricher, quand bien même certains vrais boxeurs le feraient. Par contre, leur présence dans les combats en prison est vraiment très marrante, déjà parce que l'adversaire ne se prive pas de les utiliser, mais aussi parce que l'utiliser souvent, ça trivialise un peu le combat qui devient assez facile. Et comme il s'agit de skinheads un peu racistes, je vais pas vous mentir, c'était particulièrement satisfaisant. Et le jeu lui-même nous conseille d'être un petit filou, hein, puisque dans l'intitulé de la mission, il est littéralement écrit « N'ayez pas peur de boxer avec vice ». Donc bah ok, hein, si vous voulez que je mette des coups de boule, je vais mettre des coups de boule, y a pas de souci. After years of dominance by the champion, Isaac Frost, we now have a situation where both Bishop brothers are considered legitimate challengers for the title. Il est temps de parler des 3 derniers combats du jeu, hein, qui font partie des moments les plus intenses de ma vie de joueur, je pense. Des moments où je suis resté absolument bouche bée devant ma télé, rempli tantôt de rage, tantôt de satisfaction, mais également de surprise, ce qui me semble encore aujourd'hui fou, hein, d'être aussi surpris par un jeu au scénario aussi classique et prévisible. Et je pense que toutes ces émotions se matérialisent en un personnage, en ce méchant de jeu vidéo absolument phénoménal, Isaac Frost. Alors je le dis tout de suite, hein, Isaac Frost c'est mon antagoniste de jeu vidéo préféré, pas le plus profond bien sûr, hein, pas le plus inventif, mais définitivement ce qui se rapproche le plus du mal incarné. On parle parfois du personnage du colonel Volgin de Metal Gear Solid 3 comme étant le diable en personne, en tout cas il a été écrit comme tel, hein, et dans l'OST, la musique du combat contre Volgin s'appelle littéralement Clash with Evil Personified. Évidemment le type est un monstre, hein, et un des personnages les plus horribles de toute la licence Metal Gear, mais ses enjeux sont relativement complexes et je pense personnellement que la personnification du diable fonctionne mieux avec des enjeux plus simples, voire parfois plus vagues. Isaac Frost c'est donc le mal incarné, c'est le seigneur des ténèbres intouchable, imposant, effrayant, dont ce jeu avait absolument besoin. Il est doublé par Travis Willingham qui a littéralement doublé le diable dans Saints Row, et je vous jure que j'ai découvert cette information après avoir comparé Isaac Frost au diable. Hein. She wants to kill me. You bring out the best in her. I'm the heavyweight gold medalist. No one went the distance with me. Nobody here could ever go the distance with me. Mais globalement, je pense qu'il est pas mal inspiré de James Jackson Jeffries, l'une des premières stars de boxe entre la fin des années 1890 et les années 1910. Il est connu pour n'avoir jamais perdu aucun match, si ce n'est son tout dernier face à Jack Johnson, dans ce qui était le premier combat entre un athlète noir et un athlète blanc de l'histoire de la catégorie poids lourd, qui s'est déroulé sous 40 degrés et qui est un des combats les plus politiques de tous les temps. Alors anecdote totalement aléatoire, hein, mais avant la rencontre, l'ambiance était totalement bouillante, voire carrément belliqueuse, et les deux athlètes n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur un arbitre pour le combat, donc ils ont décidé de chercher des personnalités relativement neutres vis-à-vis de la boxe, et ont notamment proposé à Arthur Conan Doyle d'arbitrer le match, ce qui est pas très étonnant, hein, parce qu'en 1910 c'était une superstar. Bon, il a refusé, mais voilà, ça aurait été encore plus légendaire. He follows it up with 3 left hooks, and Jeffries goes down for the first time in his entire professional career. Et pour donner à Isaac Frost un design plus actuel, ses tatouages sont vaguement basés sur ceux du catcheur Randy Orton, cette fois contemporain à Fight Night Champion. Et pour finir, sa dernière inspiration est assez évidente, il s'agit de Ivan Draco de Rocky IV, pour le côté massif, imbattable, et évidemment presque inhumain dans ses déclarations. Le champion russe a l'air terrifiant. Je vais te briser. Dire quelque chose. Which Bishop brother hits harder? That's your question? I get these people. Well, neither one of them can punch like me.
I can guarantee you that. Dans l'absolu, Frost n'est pas à l'image très longtemps, ni en cinématique ni en jeu, puisqu'on ne le voit que dans 3 cutscenes et seulement dans les 2 derniers combats. Mais un petit peu comme Rambo ou plus récemment John Wick au cinéma, le personnage est autant caractérisé par les moments dans le champ que ses moments hors champ, les passages dans lesquels d'autres personnages parlent de lui. On a évidemment McQueen qui passe son temps à dire que c'est le meilleur athlète de tous les temps, mais aussi les commentateurs de SPN qui rappellent souvent qu'il n'a jamais connu la défaite et qu'il commence doucement à être considéré comme le meilleur boxeur de tous les temps devant Mohamed Ali et Mike Tyson. Promoter D.L. McQueen has begun touting Frost as one of, if not the greatest champions of all time. Undefeated, all his wins coming by knockout. Alors il s'avère que Mohamed Ali et Mike Tyson sont littéralement dans le jeu, donc on peut aller vérifier si c'est vrai. Et oui, Isaac Frost est plus fort que Ali et Tyson, c'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres qui parlent. En plus d'être très fort, ce qui fait déjà 70% de sa personnalité, Frost est aussi une petite raclure bien détestable. La plupart de ses apparitions se font en interview et à chaque fois qu'on le voit, il insulte un journaliste, c'est très marrant. Isaac, what do you think of Andre Bishop as a challenger? I think you're an idiot for asking me that question. You get paid to do this? It's your first show? Il est donc très taquin, aime bien narguer ses adversaires et prononce cette bonne punchline de méchant que j'aime absolument de tout mon cœur. I think it'll be a challenge not to kill Andre Bishop. Bref, il est temps d'aborder les 3 derniers combats, puisqu'après son ascension fulgurante, Andre Bishop se voit contraint de se battre contre son propre frère Raymond, qui a toujours été dans l'ombre de son aîné, et qui voit dans un combat l'opportunité de le surpasser dans une bataille aux proportions quasiment bibliques. Alors c'est là que le jeu devient un peu plus scripté et abandonne légèrement le côté combat à condition qu'on a décrit plus tôt. Là on est dans de la pure narration, et le jeu n'hésite pas à nous retirer la manette des mains pour mieux raconter son histoire. Mais personnellement je trouve qu'il le fait avec suffisamment de subtilité et de créativité pour que ça soit pas frustrant. Le combat démarre et la première chose que j'ai remarqué, c'est qu'en appuyant sur le bouton pause, on a pour la première fois plus aucun intitulé de mission. On nous demande pas de contrer, de défendre, d'être agressif ou quoi, juste le jeu nous laisse seuls face à nous-mêmes, seuls face à nos réflexions aussi, et ce silence assourdissant dure tout le premier round, donc on a 3 longues minutes sans aucune indication de comment se déroule ce combat, ni d'astuce pour vaincre Raymond. Une petite cutscene d'entre-deux rounds nous montre un André méconnaissable qui se fait hurler dessus par son entraîneur et qui semble un peu submergé par l'émotion, par l'événement et peut-être aussi un peu par Raymond qui ne retient pas du tout ses coups. L'entame de deuxième round nous propose un André abattu, à la fois visuellement, mais aussi manette en main avec des coups lents et qui peinent un peu à s'enchaîner. Inévitablement, Raymond prend l'avantage et assène un coup hyper violent qui fait immédiatement tomber André au sol. Alors je vais un peu casser le suspense, puisqu'à ce moment-là, le combat est déjà terminé, mais ça me permet d'aborder la cinématique qui suit. Voyez-vous, dans un combat classique de Fight Night Champion, quand on se fait mettre à terre, on a une caméra à la première personne, avec un mini-jeu sous forme de QTE pour nous donner l'opportunité de nous relever, qui devient de plus en plus difficile à mesure qu'on se fait mettre à terre. Et bien à ce moment-là, lorsqu'André tombe à terre, la cinématique démarre avec un plan similaire au mini-jeu, avec la caméra à la première personne, le filtre monochrome, le flou, etc. et reste tel quel quelques secondes, juste assez pour laisser le temps au joueur de croire qu'il est possible de revenir sur le ring. Mais la caméra finit par reculer et nous montrer André sonné et incapable de se relever. J'aime vraiment beaucoup cette transition du gameplay à la cinématique, parce que ce mini-moment où on se prépare à faire le QTE auquel on est habitué, nous donne une petite fenêtre d'espoir suivie d'une impuissance totale lors du travelling arrière. En nous retirant la manette des mains, le jeu arrive à simuler quelque chose de primordial dans le sport, ce moment où le corps abandonne l'athlète, ne répond plus comme il faut, n'est plus à la hauteur de l'événement et qui font parfois partie des moments les plus légendaires de l'histoire du sport. Si la cinématique suivante montre un petit peu notre personnage et son coach en plein désespoir, le jeu préfère ne pas s'attarder là-dessus et enchaîner sur le combat suivant entre Isaac Frost et Raymond Bishop, qui a fraîchement balayé son grand frère du revers de la main. Probablement que les développeurs étaient pressés de nous présenter le plus grand twist de tous les temps, et ils savaient certainement que quelqu'un en fera une vidéo 15 ans plus tard. J'aime beaucoup le fait que le jeu reste très silencieux avant le fameux twist. Les commentateurs n'en font pas trop et se contentent de dire que Isaac Frost est favori. Je ne me fais pas de soucis pour Frost, qui depuis longtemps répond aux attentes placées en lui. Pour Bishop, en revanche, tout reste à faire. Aura-t-il les capacités et l'envie de répondre aux coups du
champion. On voit les cinématiques d'entrée des deux athlètes, mais ce sont des cinématiques assez banales, hein, les mêmes qu'on retrouve dans les autres modes de jeu, donc elles n'ont pas été créées spécifiquement pour ce moment. Pareil pour le début du combat où les deux concurrents doivent se toucher les gants, il n'y a pas d'animosité particulière, ça nous est vraiment présenté comme un combat normal. Et je pense que c'est ça qui rend très choquant le fait d'incarner Frost dans ce combat. Les développeurs ont fait très attention à ne pas donner d'indices en amont en restant le plus sobre possible pour laisser le joueur cogiter. En plus de ça, c'est le premier combat qui se déroule sans André Bishop, qu'on a entièrement incarné pendant tout le reste du jeu, et dont l'histoire se déroule de son point de vue à lui. Donc sa totale absence entre sa défaite et le début de ce combat donne une ambiance vraiment étrange. Personnellement, j'ai juste supposé qu'on allait simplement incarner son frère, qui allait gagner le combat, et que cette histoire se terminerait avec un message plus porté sur la fratrie, mais évidemment ce n'est pas le cas, et malgré le fait que ce combat soit très court, je trouve qu'on a vraiment un enchaînement de surprises. La première qui saute aux yeux, c'est bien sûr d'incarner Frost, mais en plus de ça, l'angle de caméra le rend particulièrement immense, surtout comparé à Raymond, qui a l'air d'un enfant à côté de lui. Et puis quand on commence à le contrôler, la différence avec André est immense, il est plus rapide, plus violent, les coups partent 2 fois plus vite, et il suffit d'enchaîner un peu les crochets sans plus de stratégie que ça, pour très facilement ouvrir une brèche et atteindre le visage de Raymond. Alors bon, je suis sûr que cette idée d'incarner le méchant avant le combat final existe dans d'autres jeux, mais très honnêtement j'ai cherché un peu et j'ai pas vraiment trouvé, ou en tout cas pas dans des circonstances similaires. Mais je trouve que dans Fight Night Champion, ça a toutes sortes de conséquences de partout. Ça nous met dans la peau du bourreau, donc il y a une part de culpabilité à absolument massacrer Raymond comme ça là. Aussi ça nous donne une idée précise de la puissance de Isaac Frost avant de l'affronter par la suite, parce qu'au moment où on l'incarne, très honnêtement on voit pas comment qui que ce soit pourrait le battre, et ça permet aussi de rendre André un petit peu plus impuissant, un peu plus absent de ce combat, alors que le joueur lui y participe activement. Et je trouve que ça rend la cutscene suivante particulièrement émouvante, ça me touche vraiment moi de voir André entrer sur le ring et essayer de parler à son frère inconscient alors que nous on y était pendant le moment fatidique. En plus après ça, Isaac Frost fait son Isaac Frost avec encore une phrase absolument incroyable. I'm not gonna cry every time some clown gets hurt. Right? Raymond Bishop knew the risks when he stepped into the ring with me. Non, franchement, trouvez-moi un méchant plus méchant que lui, je vous jure, c'est pas si facile, il est tellement méchant, c'est complètement dingue. André décide de se venger et demande un combat face à Isaac Frost. Alors au début, McQueen refuse pour de sombres histoires de sous-intrigues de corruption franchement pas très intéressantes. La manager d'André arrive à le convaincre et le combat final peut démarrer. Et alors la cinématique qui annonce le combat, c'est totalement ma cam. Entre la voix de McQueen qui annonce le combat, la musique qui parle, le super cut entre Isaac Frost et André Bishop qui s'entraînent, la conférence de presse à l'ambiance électrique dans laquelle Frost débarque avec son caleçon avec des cœurs là. Il y a 30 secondes là, il expliquait que ça le dérangeait pas d'avoir gravement blessé Raymond, et là il débarque devant son frère avec un caleçon noir avec des cœurs rouges. Non mais quel méchant incroyable. Ouais, honnêtement, à chaque fois que je rejoue au jeu, cette scène me met dans un état pas possible et j'ai juste trop hâte que le combat final démarre. I am proud to announce TL McQueen Promotions is bringing you the fight the challenger has been demanding. The fight the champion has been demanding. The fight you have been demanding. Isaac Frost versus André Bishop for the heavyweight championship of the world. Alors je vais essayer de décrire un peu ce que je pense de ce combat et comment il a été construit. Mais déjà, il y a une chose importante à savoir, c'est que ce boss final est souvent considéré comme l'un des plus durs de tous les temps. Je sais que ça va faire rire les fans de Dark Souls, de Ghosts and Goblins, de Silksong ou autres jeux très durs, mais il suffit de taper juste Isaac Frost sur YouTube, même pas besoin de préciser le nom du jeu, pour tomber sur des dizaines de vidéos de gens qui parlent de la difficulté extrême de ce boss de fin. Et je peux comprendre que la difficulté rebute un peu certaines personnes, on s'attend pas à galérer tant que ça dans un jeu qui est simplement un espèce de Rocky interactif, mais je trouve qu'il y a deux choses qui font un peu passer la pilule. Déjà, il y a plusieurs modes de difficulté, et si on perd plusieurs fois un combat, le jeu propose de la baisser, même si bon, le mode facile ne rend pas le combat si facile que ça, mais le rend déjà beaucoup plus abordable. Et l'autre, c'est qu'on était prévenu, déjà pendant tout le jeu, on a vu Isaac Frost éclater absolument tout le monde au travers des émissions télé. Isaac Frost defending his heavyweight title again, stopping Reggie Stewart in 2 rounds for his 14th successful title defense. On a aussi été prévenu pendant le combat précédent, comme on l'a déjà décrit, mais on est aussi prévenu juste avant le début du premier round, dans une scène dans laquelle Gus essaye de raisonner André et le pousse à boxer intelligemment plutôt que de laisser ses émotions prendre le dessus. Yeah, I got it. I mean
seen it, kid. This guy's a friggin' animal. You seen what he done to Raymond? Use your feet. Keep your hands up. Stick around for a couple of rounds and he'll get frustrated. I guarantee you. Alors ça dure pas longtemps, mais je trouve ce petit dialogue absolument fabuleux parce qu'à ce moment précis, je suis exactement dans le même état que André. J'ai hâte que le combat commence pour pouvoir péter la gueule de Frost. Sauf que si on fait ça, c'est la défaite assurée en quelques secondes. Donc l'intervention de Gus fonctionne aussi bien pour le personnage que pour nous et ça rend le combat extrêmement immersif. Et ce combat, c'est vraiment une fresque épique à lui tout seul, en plusieurs étapes avec plusieurs checkpoints, dans laquelle chaque erreur nous punit de façon absolument brutale. Les 2 premiers rounds nous demandent uniquement de survivre, alors ils auraient pu juste écrire « survivez » comme dans l'intitulé de l'objectif de la fin de Halo Reach, mais le jeu nous donne un petit peu plus de contexte en nous conseillant de bouger le plus possible pour défendre et éviter les coups. Très honnêtement, à partir du mode moyen, c'est tellement difficile de parer et éviter les coups qu'on est un peu obligé de tricher, notamment en s'accrochant à Frost, qui est une bonne façon de perdre du temps quand on se fait sonner, mais aussi en abusant un peu du fait que si on garde de la distance, il nous fonce pas dessus et préfère nous approcher un peu de côté. Donc si on a le bon rythme, on peut quasiment éviter tout échange de coups, et puisque notre objectif sur ces 2 premiers rounds c'est juste de pas crever, et ben ça marche plutôt bien. Mais même comme ça, on n'est pas à l'abri d'un crochet qui vient toucher au visage d'André, et on le sait, on l'a incarné juste avant, un seul coup de Isaac peut entraîner un KO. Il relève sa garde et part. Incroyable Jean-Claude, Bishop qui s'écroule sur ce coup dévastateur. À la fin du second round, on a droit à une nouvelle cinématique, mais surtout à un checkpoint qui est le bienvenu, parce que les 2 premiers rounds c'est quand même 6 minutes où on se fait courser par le diable en personne. Cette fois, Gus nous dit que Isaac est doucement en train de se fatiguer, mais pas assez pour commencer à l'attaquer frontalement. Les 3 rounds qui suivent consisteront donc à tenter le plus de coups possible au corps. Alors moi j'avais désactivé le HUD pour que ce soit plus agréable à regarder pour vous, mais en temps normal on a un compteur de coups qui nous indique qu'on a 3 rounds pour le frapper 75 fois au corps. Alors frapper 75 fois son adversaire c'est pas très difficile, d'autant qu'on n'a pas besoin que ce soit des coups puissants. C'est plus le fait qu'on doive se découvrir plus fréquemment que dans les 2 premiers rounds qui rend la scène extrêmement tendue. Personnellement je trouve que c'est l'étape la plus difficile de tout le combat et donc de tout le jeu, parce que pour mettre des coups au corps, on doit au préalable se baisser et ensuite asséner le coup. La conséquence de ça c'est que pendant une petite fenêtre de temps, par exemple ici un petit peu moins d'1 seconde, notre visage est totalement à découvert et on sait que quand Isaac Frost frappe au visage, ça peut être fatal. Donc il faut le faire de façon hyper prudente, s'avancer brutalement, lancer 1 ou 2 coups, espérer qu'ils atteignent leur cible et se reculer en priant que Isaac n'ait pas eu le temps de nous mettre un crochet entre temps. Et je peux vous dire que sur 3 rounds, donc 9 minutes entières, c'est absolument éreintant. Je suis sorti de là en sueur alors que j'ai littéralement fait aucun effort physique. À la fin du 5e round, on a à nouveau un checkpoint, mais André n'est pas au bout de ses peines puisqu'il a la tempe ouverte et qu'il commence à saigner, ce qui peut engendrer la fin du combat si le saignement ne s'arrête pas. Les 6 prochaines minutes consisteront donc à éviter de se faire toucher la tempe, le temps que la plaie se calme un peu, mais évidemment Isaac Frost fait tout pour viser précisément à l'endroit de la blessure. Cette fois plus besoin de mettre de coups, mais l'agressivité de l'adversaire rend la tâche bien compliquée, d'autant que bouger la tête pour éviter ses coups fait violemment baisser notre jauge d'endurance. Alors c'est 2 rounds un petit peu moins difficiles que le précédent, mais vraiment pas une partie de plaisir non plus. L'entre-deux rounds est le véritable point de bascule du combat, puisqu'en essayant désespérément d'atteindre la blessure d'André, Frost s'est sérieusement fatigué et il est désormais à un niveau un peu plus abordable pour que le combat soit équitable. Il s'agit donc du dernier round du combat et par extension le dernier round du mode scénario, et le discours de Gus, c'est un véritable shot d'adrénaline pour moi, qui donne très envie de casser des dents. You take the fight to that fucker and he won't know what hit him. This is your fight now, Andre. Take it to him. That's all you had to say, Gus. Et le jeu, il est d'accord avec moi, la consigne cette fois c'est aller au combat, et je peux vous dire qu'après 7 rounds à devoir faire attention à chacun de ses coups, cet ultime moment est juste jubilatoire. Franchement, qui n'aimerait pas mettre définitivement KO le diable en personne? Il n'est pas au mieux, ça se voit, le KO est proche. Et Frost qui s'écoule,
Le champion est à terre. Voilà, on en a enfin fini avec Isaac Frost. Et cette fin, moi vraiment je l'adore, hein. Elle est très simple, elle est même assez cliché. Mais ce grand final en fanfare, c'est tellement mérité après un combat si long et difficile. Pour l'anecdote, j'ai mis presque 50 minutes à battre Isaac Frost, alors que je joue que dans le deuxième mode de difficulté sur 4 et que j'avais déjà fait le jeu plusieurs fois, c'est complètement taré. Mais pour moi, il n'y avait que comme ça qu'on pouvait rendre ce boss de fin mécaniquement intéressant, parce que peu importe que j'apprécie le design de Frost, son jeu d'acteur ou autre, si c'était un combat comme un autre en un peu plus difficile, il serait pas rentré dans la légende du jeu vidéo. Parce que oui, moi je pense que Fight Night Champion est un jeu de sport légendaire, comme Rocky est un film de sport légendaire, ou même comme la finale de la Coupe UEFA 2005 est un événement sportif légendaire. Je pense vraiment que toutes les cases sont cochées pour faire une grande œuvre de sport, entre l'histoire d'underdog maîtrisée, l'imagerie fabuleuse qui parcourt le jeu et qui est remplie de moments visuellement mémorables, et évidemment ces 3 combats de fin qui forment un tout, qui fait honnêtement partie des scènes les plus audacieuses et mémorables de toute l'histoire du jeu vidéo, ne serait-ce que par leur utilisation de ce qui fait la spécificité de ce média, l'interactivité. Et cette interactivité, c'est elle qui va me permettre de doucement nous diriger vers la conclusion de cette vidéo, mais pour ça il faut que je parle d'un truc très personnel. En 2024, j'ai sorti un court-métrage de fiction sobrement appelé Match, qui raconte sans aucun dialogue l'histoire d'un père et son fils qui font un match de ping-pong entier. L'idée c'était qu'on comprenne leur relation complexe, non pas au travers des mots, mais grâce à leur regard, à leur langage corporel, et aussi grâce au déroulement du match lui-même qui faisait office de métaphore de leur relation. Alors tout ça c'est très bien, hein, j'adore raconter des histoires familiales, mais la genèse de la création de ce film, c'est le sport. C'est le fait que j'ai pratiqué le tennis de table pendant des années, que j'ai vécu des émotions de toutes sortes grâce à ce sport, et ce film c'était aussi pour moi une façon de lui rendre hommage. Lors de sa diffusion en festival, j'ai discuté de mon film avec une spectatrice que je ne connaissais pas, qui m'a dit qu'elle appréciait la relation entre le père et son fils, et que c'était original d'utiliser le ping-pong comme prétexte pour analyser une histoire familiale. Alors c'est évidemment pas sa faute, hein, elle a parlé du film tel qu'elle l'a ressenti, et c'est quelque chose de très important, mais personnellement j'ai vraiment pris cette remarque comme un énorme échec de ma part, parce que ma conception du film de sport, c'est justement d'arriver à jongler entre l'amour profond d'un sport dans un contexte où on peut approfondir des personnages et des thématiques entourant ce sport, et en ça, utiliser le sport comme prétexte, c'était vraiment pas mon but, c'était même en quelque sorte ma hantise en réalisant ce film. Et c'est précisément pour ça que tout au long de cette vidéo, j'ai évité de parler de pas mal de films qui ont une thématique sportive, sans vraiment vouloir traiter du sport en lui-même. Je pense par exemple à Challengers, à Ford vs Ferrari ou même à The Wrestler, qui sont bien sûr de grands films, mais qui vont selon moi pas en profondeur dans les entrailles du sport, qui l'utilisent pour le coup comme prétexte, comme toile de fond à des thématiques totalement différentes. Et je pense que c'est ce point précis qui fait que malgré leur grande rareté, je préfère sincèrement les jeux vidéo de sport narratif aux films de sport, parce que forcément de par leur obligation d'être des jeux avant tout, avec un certain niveau de complexité, de feedback, d'équilibrage, les jeux de sport sont intrinsèquement obligés de respecter le sport qu'ils essaient de retranscrire. En fait, peu importe dans l'absolu qu'ils aient des scénarios ou non, FIFA 17, 18 et 19 seront toujours des jeux de foot. Grid Legends, avec ses cinématiques en prise de vue réelle, sera toujours un jeu de course automobile. NBA 2K16 sera toujours un jeu de basket, et Fight Night Champion sera toujours un jeu de boxe. Et de par leur statut de jeu de sport, ils sont obligés de respecter les enjeux, les émotions, les complexités engendrées par un événement sportif. Like to tell you something. Once you hear it, there's no... Oui, les jeux de sport narratifs sont obligés de respecter ce moment. Un moment qui peut durer quelques heures, quelques minutes, quelques secondes, ou même juste le temps d'un clin d'œil, où rien n'est plus important au monde que de réussir à mettre un coup droit puissant, un but à la dernière seconde, un panier au buzzer, un dépassement au dernier tour, ou une énorme droite dans la gueule.